Micro. Micro. Attends, on va attendre juste une seconde avant que pour que tout le monde puisse rentrer. Parce que là, on est live. Bonjour tout le monde. Oh, ma caméra va pas. Ma caméra. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session qui va présenter l'équipe Competica qui s'intitule S'intéresser au développement des compétences numériques, exemple de pratiques innovantes. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Michel Légère qui sera l'animateur du groupe Competica. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Je voudrais commencer par remercier et reconnaître nos partenaires. Donc, d'abord, pour ce qui est du financement, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes qui nous offre un appui financier. Le Laboratoire de formation et de recherche de la littératie numérique à l'Université du Québec à Chicoutimi comme partenaire. Bien sûr, Sommet Atlantique en éducation, merci de l'invitation. Et puis, bien sûr, nous, le groupe de recherche en compétences numériques en Atlantique, le groupe Competica de l'Université de Moncton. On est là pour aujourd'hui vous partager en lien avec nos partenaires quelques-unes de nos découvertes, nos recherches en cours. Donc, moi, je m'appelle Michel Légère et je suis membre de ce groupe Competica, de ce partenariat. Je suis aussi professeur à la Faculté des sciences d'éducation à l'Université de Moncton et je vais agir comme animateur, modérateur pour la session d'aujourd'hui. Je voudrais souhaiter une bienvenue tout spéciale aux professeurs et aux enseignants et enseignantes du système scolaire. Donc, votre dernière journée aujourd'hui, officiellement de travail, vous vous joignez à nous. Alors, c'est super bien. Je vous souhaite une excellente période estivale à venir très bientôt. L'équipe Competica est heureuse de vous accueillir dans le cadre du Sommet Atlantique en éducation pour parler de recherche, en fait, pour parler de ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qui s'en vient, ce qu'on continue de faire par rapport aux technologies en éducation. Avec ses partenaires, le groupe Competica s'intéresse depuis déjà 7 ans au développement des compétences liées aux technologies, notamment dans le cadre scolaire, en travaillant avec les praticiens, praticiennes, des personnes cadres en éducation et autres partenaires qui s'intéressent à la question. Nous comprenons mieux la nature des compétences numériques en ce moment et leur importance pour l'école et sur le plan sociétal. Enfin, mes collègues Manon Leblanc et Jeanne Godin feront un bref résumé à la fin des grands constats du groupe Competica, c'est-à-dire le travail qui s'est fait jusqu'à date en collaboration avec nos partenaires. Et entre-temps, je vous dis qu'on entendra parler de 2 chercheurs, soit Patrick Giroux de l'UQAC et Xavier Robichaud du groupe Competica de l'Université de Moncton. Nous entendrons aussi 2 étudiantes au doctorat à l'Université de Moncton nous parler de leur projet doctoral en technologie, c'est-à-dire en numérique, en éducation. Et puis, on entendra aussi, comme j'ai dit, à la fin, nos collègues Manon et Jeanne qui nous feront un survol rapide des gros constats du groupe Competica à date. Peut-être un petit regard vers l'avenir. Alors, sans plus tarder, j'inviterai donc notre premier conférencier, chercheur officiel, Patrick Giroux, à prendre le micro pour le temps désigné de 12 minutes. Il y aura quelques de temps pour une question ou 2 à la fin, donc gênez-vous pas et signalez-vous. Au plaisir. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? J'espère que oui. Oui. Excellent. Et puis, vous devriez voir normalement une première diapo avec le nom du laboratoire.
Donc, je me présente, Patrick Giroux, je suis professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis responsable du laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis aussi chercheur associé au GRIPTIC, qui est un groupe de recherche au Québec spécialisé dans les technologies éducatives, et au CRIFPE, qui est un centre de recherche qui compte plus de 50 chercheurs qui s'intéressent à la formation et à la profession enseignante. Patrick, désolé d'interrompre, on ne voit pas ta diapo, mon ami. On ne voit pas la diapo. Bon, c'est sûr que si je clique sur Share, ça va aider. Maintenant? Oui, merci. Continue. Bon, excellent. Il n'y avait pas qu'il y avait des choses super intéressantes, mais donc je continue ma présentation. Si on est ici aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe Compética. Une collaboration qui a été rendue, entre autres possible, comme on l'a déjà dit, par une subvention qui vient du gouvernement québécois, qui vient du secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Donc, on les remercie et puis, bon, ben, on commence. Le titre de ma présentation, c'est « Participer à la recherche pour aider l'école à préparer les jeunes au monde de 2030 ». Donc, je vais partir d'une expérience de recherche collaborative, coopérative avec une école secondaire, puis je vais essayer de travailler autour de ce thème-là. Donc, c'est assez communément accepté qu'en 2020, aujourd'hui, le numérique a un impact très profond sur notre vie quotidienne. Il change les objets, même les plus banals. Par exemple, si on prend le téléphone puis on regarde à quel point il a évolué au fil des années, on se rend compte que la technologie a beaucoup changé. Puis, ça change au point de les rendre méconnaissables. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, nos téléphones vont ressembler à ça. Donc, ça change beaucoup. Ça affecte tout le monde aussi, les technologies. Il ne faut pas penser que ça affecte seulement quelques personnes, ça affecte vraiment tout le monde. Peu importe le métier qu'on fait, par exemple, qu'on soit facteur, ben, il faut penser aux drones maintenant dans les grandes villes qui livrent les paquets. Fait que quelqu'un pourrait se dire facteur, puis son travail, c'est de piloter un drone. Que vous soyez quelqu'un qui travaille le bois, par exemple, ben aujourd'hui, avec les découpes laser, puis les découpes automatisées, puis même les imprimantes qui permettent d'imprimer de la colle, du plastique, puis de la sciure de bois, puis de faire des meubles super compliqués, ben ça change. La technologie, elle affecte la manière qu'on travaille le bois. Même des métiers simples comme chauffeur de camion, ben, sur les autoroutes en Europe actuellement, il y a des camions qui fonctionnent et qui n'ont même pas de pilote, là. Le chauffeur est en arrière, il fait des statistiques, il prépare les papiers pour la prochaine livraison, toutes sortes de choses comme ça. Ça change aussi les apprenants avec lesquels vous travaillez. Bon, ils ont accès à la technologie toujours, ils ont accès à Internet dans leur poche, ils ont constamment accès aux informations. Quand ils ont une question, ils ont le réflexe de la poser tout de suite. Ça les change un petit peu. Il y a eu plusieurs enquêtes, plusieurs études là-dessus. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ça change aussi les lieux d'apprentissage où, pour vous, pour les enseignants, les lieux où on enseigne. On commence à avoir pas on commence, mais dans le passé, on a vu apparaître des écrans à l'avant de nos classes. Ensuite, ça a été des ordinateurs portables un peu partout. Puis, bon, ben, on voit ici une photo qui vient d'un laboratoire créatif au Nouveau-Brunswick. Ça change aussi les outils que vous utilisez pour enseigner. Qu'on pense à la tablette, aux ordinateurs portables, aux plateformes de soutien à l'apprentissage comme Moodle, par exemple, ou aux robots qui ont fait l'apparition dans nos classes. Les outils qu'on utilise pour enseigner sont aussi affectés par les technologies. La chose importante à retenir, c'est que ce changement-là se fait très vite. Il se fait à une vitesse telle que pour les chercheurs, ça devient impossible de suivre. Je me rappellerai toujours un collègue qui faisait de la recherche sur un outil qui s'appelle le Knowledge Forum. Quand le ministère québécois lui avait demandé d'arrêter de faire de la recherche sur le Knowledge Forum pour lui offrir une subvention pour travailler sur les blogs puis les wikis. Puis il était fâché sur le coup. On est toujours content d'avoir de l'argent, mais sur le coup, il était fâché. Il était fâché parce qu'il ne maîtrisait pas encore le Knowledge Forum. Il y avait encore plein de questions que les enseignants se posaient, plein de questions qu'on se posait en recherche. Puis déjà, il fallait passer à un autre outil. Puis quand on a commencé à maîtriser les blogs, on n'avait même pas répondu à toutes les questions, puis il fallait passer à autre chose. Puis il faut toujours passer à autre chose. Le changement, il se fait tellement vite qu'en recherche, comme en éducation, on est toujours un peu
en train de s'adapter. Puis ça, ben, c'est difficile, puis c'est lourd comme processus. Dans le cadre d'une collaboration qui a duré 5 ans avec une école secondaire privée, on a tenté de faire de la recherche autrement. Puis je pense qu'à partir de ça, je peux donner des exemples concrets que les écoles devraient participer à la recherche, que les enseignants devraient s'impliquer en recherche pour nous aider à mieux préparer les apprenants de 2030. Donc, cette collaboration-là, c'était une école secondaire privée. C'est une intégration. On est au début, là, la tablette a fait son apparition en janvier et puis on est à l'été suivant. Puis ils ont décidé qu'eux, ils veulent tester l'intégration, ils veulent vérifier si c'est possible d'intégrer la tablette à l'école. Puis lors de discussion, ben, ils nous demandent si on veut les soutenir, les accompagner, puis si on veut documenter. Il a été décidé, entre autres dans les discussions, qu'on allait aussi documenter les étapes par lesquelles ils allaient passer, les problèmes qu'ils allaient rencontrer, etc. Donc, c'est sur ces bases-là que la collaboration s'est établie. Puis à ce moment-là, on a eu une réflexion sur la posture. Puis on a dit, puis là, je résume dans mes mots, c'est pas une référence, mais il y a plusieurs postures que les chercheurs peuvent adopter en recherche, en éducation. On peut faire de la recherche sur l'éducation avec les acteurs de l'éducation ou pour les acteurs de l'éducation. La recherche sur l'éducation, c'est quand vous recevez un sondage du ministère ou un sondage d'un chercheur qui vous demande de répondre. C'est pas l'objet de la recherche est complètement détaché des acteurs d'éducation dans le sens où c'est le chercheur qui a décidé que c'était important. C'est de la recherche qui est utile. Elle est souvent très pertinente pour le ministère, souvent très pertinente pour les chercheurs, pour les cadres théoriques, etc., mais un peu moins, en tout cas pas directement pour les acteurs de l'éducation. La recherche avec les acteurs de l'éducation, puis pour les acteurs de l'éducation, c'est autre chose. On parle de recherche coopérative ou de recherche collaborative. La recherche avec les acteurs de l'éducation, puis ça, c'est ma typologie à moi, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu, mais c'est une recherche dans laquelle il y a une forme de coopération. Souvent, l'objet de la recherche va venir du chercheur, mais on veut laisser de la place aux enseignants, aux parents. Quand je parle des acteurs de l'éducation, c'est enseignants, parents, apprenants principalement. On veut leur laisser de la place pour s'impliquer dans la recherche, pour participer, pour créer les outils avec nous, etc. Puis il y a aussi finalement la recherche pour les acteurs de l'éducation. Avec le séminaire de Chicoutimi, avec l'école privée avec laquelle on travaillait, notre objectif c'était de faire de la recherche pour les acteurs de l'éducation. C'est plus que de la coopération, c'était vraiment de la collaboration, dans le sens où les acteurs du séminaire, les acteurs de l'école étaient impliqués dans toutes les étapes. On a travaillé avec leurs questions, leurs problèmes. On a documenté qu'est-ce qu'eux faisaient, puis on l'a documenté de la manière qui était le plus utile pour eux. Donc, le but de la recherche pour l'éducation, puis notre but en recherche, nous, c'était de répondre aux besoins des acteurs d'éducation. Pourquoi les enseignants, je pense que vous devriez tous faire de la recherche avec ou pour l'éducation? Il y a plein d'avantages. Puis là, je regarde le temps, je vais faire ça vite. D'abord, côté chercheur, comme toute la recherche, ça permet de produire du nouveau savoir, permet de produire du nouveau matériel, etc. Ça, c'est assez évident. Ensuite, ça permet d'avoir une compréhension plus fine en triangulant les sources. Par exemple, on a étudié l'effet que la tablette avait sur la collaboration, puis comment ça changeait la dynamique de collaboration à l'école. Plutôt que d'avoir juste le point de vue externe de l'observateur, du chercheur qui regarde, bien, grâce à notre collaboration, on a pu obtenir le point de vue des enseignants, puis savoir exactement c'était quoi leur but, pourquoi ils avaient donné ces consignes-là, qu'est-ce qu'eux ils comprenaient de la situation, qu'est-ce qu'ils avaient vu comme changement, puis comment ils l'interprétaient. Puis on a pu avoir aussi le même input de la part des étudiants. Puis on a pu aussi demander aux parents, comment eux ils percevaient ça de l'extérieur, qu'est-ce qu'il y avait comme signal de leurs jeunes, qu'est-ce qu'ils voyaient lors des devoirs, des leçons, etc. Fait que quand on a essayé de comprendre comment la tablette influençait la collaboration, on avait une multitude de points de vue. Ce n'est pas possible si tu ne collabores pas ou ne coopères pas avec les acteurs de l'éducation.
Ça permet aussi de travailler avec, pour le chercheur, de travailler avec les acteurs de l'éducation. Ça permet d'avoir des exemples concrets pour la formation. Quand vient le temps de donner mon cours aux futurs enseignants à propos de la tablette, j'ai des exemples très, très concrets, souvent avec des capsules vidéo, avec des photos de comment on gère ça, la gestion de classe quand il y a des tablettes, quand tous les jeunes, tous les apprenants ont une tablette dans les mains. Qu'est-ce que ça change? Comment on devrait s'y prendre, etc. Ça me permet de prendre des choses très concrètes qu'on a testées, qu'on a explorées avec l'équipe école, puis de les apporter dans mon cours, puis de préparer les futurs enseignants pour leur sauver tout le problème d'apprendre à gérer une classe tablette. En tout cas, on leur donne déjà des outils. Côté école, ça permet à l'école de collaborer avec les chercheurs, ça permet à l'école d'avoir de l'aide concrète, de ne plus être seul avec leurs problèmes, avec leurs questions. Cette école-là, ils se demandaient par où commencer. Ben nous, quand on a commencé à collaborer ensemble, bien écoutez, avec la tablette, je ne sais pas par où commencer, mais voici ce que les recherches antérieures avec l'ordinateur portable, avec l'ordinateur, avec le TNI nous ont appris, dans quelle étape il faut faire les choses, qu'est-ce qui est important. Fait que là, nous, on a pu leur fournir de l'aide par rapport à leurs problèmes, puis les aider à planifier leurs actions. Ça permet aussi aux acteurs de l'éducation de s'engager dans un processus de formation continue. Quand on fait de la recherche, on pose des questions, on teste des choses, on obtient des réponses. Les enseignants avec qui on travaille en recherche progressent souvent très, très vite, puis ils nous le disent, apprendre beaucoup, beaucoup de choses par rapport à la recherche, mais aussi par rapport à leur pratique, parce qu'on les oblige à réfléchir à leur pratique, puis on leur apporte des nouveaux cadres théoriques, puis on leur présente des nouveaux outils, etc. Ça leur permet aussi d'obtenir une opinion externe. Par exemple, on avait des enseignants qui avaient tenté d'adapter leur manière d'évaluer avec la tablette, puis là, ils se demandaient, c'est-tu bon? Bien, nous, les chercheurs, dans notre équipe, on avait des spécialistes en didactique, ça leur a permis à ces enseignants-là d'avoir un regard externe sur leur pratique évaluative, puis de s'ajuster, de s'améliorer. Côté chercheur encore, de la collaboration, ça nous a permis, en fait, puis ça c'est une retombée vraiment importante pour moi, ça fait que nos savoirs puis nos résultats sont immédiatement transférés dans la pratique. Quand je fais une recherche sur l'éducation puis que je la diffuse, il y a peut-être 50 ou 100 personnes qui vont lire l'article scientifique puis qui vont vraiment l'utiliser dans les 18-24 mois qui vont suivre. Quand je fais de la recherche avec l'école, la semaine suivant la semaine après qu'on ait fait le rapport sur la collaboration avec les tablettes, il y avait des enseignants qui changeaient leur pratique. Quand l'école nous a demandé c'est quoi le meilleur outil et la meilleure stratégie pour la prise de notes avec la tablette, on a mis en place des activités de recherche, des discussions, etc. La semaine après, il y avait déjà des enseignants qui changeaient, qui adaptaient leur pratique, qui amélioraient leur pratique. Ça avait des impacts tout de suite, tout de suite. Puis ça, là, pour un chercheur, c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Fait que ça, c'est une grosse retombée. Ça permet aussi, c'est pas négligeable, d'engager les étudiants gradués, donc les futurs chercheurs, mais aussi les assistants. Des fois, nos assistants, c'est des 2e, 3e, 4e années en formation pour être enseignants. Les engager dans des situations de pratique réflexive, de recherche qui sont signifiantes, qui sont réelles, qui sont proches du domaine qui les intéresse. Puis ça permet de les garder à l'université, puis ça permet de les garder intéressés. Côté école, pour avoir accès à des outils ou des stratégies différents, c'est clair que moi, comme chercheur, j'arrive avec, par exemple, des compétences en analyse statistique ou en analyse qualitative, mais je peux en faire profiter le milieu, puis je peux leur permettre de distinguer, par exemple, quantitativement, qu'est-ce qui est réellement différent ou qu'est-ce qu'il y a des liens, quels sont les liens réels, etc. J'arrive avec des outils, même très concrètement, quand il est venu le temps de faire un sondage, puis qu'on voulait que ça soit anonyme, ben moi, j'arrive avec Lime Survey, qui est un outil à l'université qui est entièrement anonyme et qui permet de faire des sondages très facilement. Donc, pour l'école, ça leur donnait accès à des outils et des stratégies différentes. Ça leur permettait aussi de diffuser leur réussite. Puis de diffuser, c'est pas avoir, ça aurait dû être marqué savoir, donc leur savoir pratique, les choses qu'ils ont appris par la pratique. Les enseignants, ils savent plein de choses, ils ont appris plein de choses par eux-mêmes. La recherche, ça leur permet de faire connaître aux chercheurs, puis qui, lui, à son tour, après ça, va amener ça dans sa formation avec les futurs enseignants, va mettre ça dans des articles, dans des communications, va le diffuser à d'autres enseignants dans des formations, etc. Ça permet de faire circuler les savoirs que vous avez produits par expérience. Ça vous permet aussi de contribuer à la formation des futurs enseignants et ou des futurs chercheurs. Ce n'est pas négligeable parce qu'au contact de jeunes enseignants qui
ou de futurs enseignants puis de jeunes chercheurs qui se posent des questions différemment, qui arrivent avec une expérience différente, qui n'ont pas le même âge. Si vous avez supervisé des stagiaires, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. À quelque part, ils vous apportent, ils vous remettent en question, ils vous posent des questions qui vous font réfléchir, etc. Puis ça, je pense que c'est gagnant. Je vais finir, je ne sais pas comment il me reste de temps, mais ça doit achever vraiment. Dans quelles conditions une collaboration milieu-chercheur peut contribuer à préparer les jeunes pour le monde de 2030? Suite à mon expérience, je vous dirais qu'il faut viser une relation gagnant-gagnant. Chaque fois qu'on discutait, chaque fois qu'on collaborait avec le séminaire, avec cette école secondaire-là, il fallait que le chercheur parte en se disant « Wow, je viens d'apprendre quelque chose » ou « Je repars avec quelque chose d'utile », puis il fallait que l'école se dise la même chose. Toutes les étapes de notre recherche visaient toujours une relation gagnant-gagnant. Puis gagnant-gagnant, c'est l'équipe école, puis c'est les chercheurs. Puis l'équipe école, pour moi, c'est les enseignants, c'est les apprenants, puis c'est les parents. On s'assurait toujours, OK, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a pour ça, pour les parents là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a pour les apprenants là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a pour les enseignants? Puis qu'est-ce qu'il y a pour les chercheurs? Puis dans ces conditions-là, la recherche, ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Puis surtout, ça aide l'école à aller beaucoup plus vite. Les erreurs qu'on a faites dans cette école-là, comme on a appris puis on l'a diffusé largement, ça a permis à d'autres écoles d'aller beaucoup plus vite puis de s'adapter beaucoup plus vite à la tablette numérique. Donc, je pense qu'en visant une relation gagnant-gagnant puis en faisant de la recherche avec et pour le milieu scolaire, la recherche, ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde de s'intéresser à la recherche puis de s'impliquer en recherche. J'ai terminé. Merci beaucoup, Patrick, pour ce beau partage pour démarrer notre temps ensemble. J'apprécie énormément. On n'aura pas de temps pour des questions, malheureusement. On s'est fait le plaisir de t'écouter pendant l'entièreté du temps, y compris les questions. Ce que je t'inviterais à faire, par contre, Patrick, dans le fil de commentaires, est-ce que tu pourrais ajouter ton contact, peut-être ton courriel, et les gens qui veulent poser une question à Patrick ou communiquer avec lui, je vous inviterais de le faire via courriel, puis continuer les discussions dans ce forum-là. Alors, Patrick, si tu voudrais, merci beaucoup encore une fois. Tu peux éteindre ta caméra puis ton micro. On va passer au prochain conférencier, c'est-à-dire la présentation du professeur Xavier Robichaud de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Alors, Xavier, si tu veux partager ton écran, très bien, et te garder aux 12 minutes permis, ça serait merveilleux, et je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Xavier Robichaud, je suis professeur en éducation au campus de Shippagan, puis je vais vous présenter une recherche que je fais conjointement avec Victor Freeman et, comme l'a bien dit Patrick, avec des acteurs de l'éducation sur la créativité des élèves au primaire dans un contexte interdisciplinaire STIAM. Donc, c'est sûr que c'est une recherche qui porte sur la créativité, mais je dirais une créativité située, ça veut dire c'est la créativité non disciplinaire, mais de l'élève lui-même. Donc, son identité, ses intérêts, ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire, et aussi tout le côté socio-affectif, donc qui touche les émotions, qui touche tout son travail avec les autres, avec ses pairs. Donc, c'est une créativité qui se fait en collaboration et en équipe. Le cadre qu'on a choisi, c'est l'éducation STIAM, parce que c'est un cadre, en fait, où on fabrique des choses dans un environnement interdisciplinaire. Donc, il peut y avoir de la science, des technologies, pour nous qui concernent aujourd'hui le numérique, de l'ingénierie, les arts et des mathématiques. Donc, les objectifs qu'on s'était donnés, c'était en premier d'élaborer en collaboration avec les enseignants des activités d'apprentissage STIAM. Et par la suite, dans ces activités, il fallait qu'il y ait des moments où on laissait les enfants créer. Les enfants devaient être autonomes dans leur créativité. Donc, c'était essayer de documenter ces documents, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez les élèves dans ces moments-là. Donc, le déroulement de la recherche, c'est certain que ça a été dans des écoles primaires du sud-est et du nord-est du Nouveau-Brunswick. Il y a eu 3 écoles et 4 projets en tout. Certains, malheureusement, n'ont pas pu être terminés à cause du COVID, mais je vous en présentais un aujourd'hui, au moins, qui est presque terminé. Donc, le scénario, bien évidemment, a été conçu en collaboration avec les enseignants. Donc, il y a eu des rencontres, on a travaillé ensemble.
pour former ce qui devait être le projet. Et par la suite, ben, ça a été implémenté avec les élèves. Donc, 1 ou 2 fois par semaine, il y avait le projet. Et nous, en tant que chercheurs, ben, on venait faire des visites, on faisait de l'observation. Donc, pas tout le temps, mais au moins 1 fois par semaine. Puis, on faisait des entretiens avec les enfants pendant qu'ils créaient et aussi à part. Et à la fin du projet, on a eu un entretien avec les enseignantes, leur témoignage. Donc, tout ça, c'était vidéo enregistré. Donc, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était un livre interactif qui avait été fait avec le Makey Makey. Donc, en fait, c'était une histoire d'animaux qui avait été créée par les élèves avec des dessins qui avaient des formes géométriques. Là, on voit ici le fameux losandre, un poisson unique changeant de couleur en fonction de ses émotions. Et cette histoire, ben, elle était insérée dans une structure. On voit le prototype en carton sur la gauche, où en fait, en tournant les pages, à chaque page, il y avait une série de sons. Donc, l'histoire était sonorisée. Puis en appuyant un bouton, ça allait activer le son de cette page avec le Makey Makey. Donc là, je vais vous présenter, si on veut, 2 de ces moments de créativité en situation où vraiment les enfants créent des sons. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'histoire avait déjà été écrite, les formes dessinées, les enfants étaient au moment où ils devaient faire des sons pour la partie d'histoire qu'eux avaient inventée. Donc, le premier exemple, c'est l'élève 1 et 2, qui, leur histoire, c'est un loup qui se promène dans un magasin. Donc, ils essaient de créer les pas de loup. Donc, vous allez voir que la première version, c'est vraiment l'enfant qui marche pour imiter le loup, mais ils trouvent que ça fait un galop de cheval. Donc, ils ne sont pas très satisfaits de leur produit. Donc, ils se réessayent de nouveau. Vous allez voir comment. Et là, on les voit très satisfaits. J'ai dû couper le visage de l'enfant, mais on voit vraiment qu'ils sont très contents de leur résultat, très fiers. Donc, je vous mets ça en route. Ça a l'air d'un cheval qui galope. Et le deuxième exemple, c'est un autre groupe d'élèves, mais c'est un élève qui avait créé ces sons-là. Donc, c'est un moment de leur histoire où il y a un aquarium qui se brise, donc l'eau s'échappe de l'aquarium et les poissons sortent et vont s'évader pour aller vivre une aventure. Donc, c'est ce moment-là. On va voir ce qu'il en est. C'est quoi ça? C'est l'eau qui brise la fenêtre. Comme le nettoyeur brise la fenêtre, puis là, comme l'eau décolle du chose sans marin. Puis là, comme quand l'eau est partie, les poissons vont juste tomber, comme ça. Okay. Ensuite? Comme ça, regarde, les poissons vont tomber comme ça. Je sais lui qui l'a fait, il était comme... Comment vous avez fait ça? Oh, par ça. Avec des mains? Oui. Puis ça, c'est censé faire quoi? C'est les poissons qui tombent. Ah, c'est les poissons qui sont... Donc, on le voit vraiment emporté par ce qu'il a fait. On dirait qu'il s'est quasiment transformé en poisson. En tout cas, sa main ressemblait vraiment à un poisson. Puis les enfants étaient on les voit, là, ils sont vraiment heureux d'avoir créé ce moment-là. Et j'ai oublié de vous dire que tout ça s'est fait avec le logiciel Scratch. Donc, c'était une nouveauté pour eux de faire des sons avec Scratch, mais ils étaient habitués. Donc, ils ont pu utiliser Scratch pour enregistrer leurs sons. Ça. Donc là, je vais passer au témoignage des enseignants par la suite, qui sont vraiment intéressants. Donc, j'en ai quelques-uns, mais ils sont encore en état d'analyse. Mais on voit premièrement que les enseignants trouvent que ce genre d'activité-là, ça motive les enfants. Ils étaient très surprises de voir que des enfants qui, normalement, ils n'ont jamais d'idée pour écrire, même pour les dessins, ils font ça super vite. Là, ils étaient vraiment pris. Il y en avait même certains qui, elle a dit, ils étaient très méticuleux, donc ils étaient vraiment engagés, on va dire.
une autre enseignante voyait que cette motivation-là, c'est peut-être justement parce qu'il y a plusieurs disciplines, on touche plusieurs aspects. Donc, un enfant qui aime plus les mathématiques, là, il va rayonner. Un autre, ça pourrait être la science. Donc, on les garde tous intéressés. Mais un autre point aussi intéressant, ça a été sur toute la préparation de l'activité. Puis, l'enseignante a trouvé, en fait, que c'était moins exigeant parce que dans cette activité-là, on retrouve tellement de résultats du programme d'études que c'est beaucoup plus facile que de se dire, OK, aujourd'hui, je dois faire tel résultat, quelle activité je vais trouver. Puis des fois, est-ce que les enfants vont aimer ça? Donc, c'est toute une autre approche qui s'est exprimée. Donc, ce qu'on pourrait dire, en fait, rapidement, comme résultat d'un tel projet, qui est une recherche aussi, c'est que les enfants, ils semblent engagés, motivés, on le voit dans les vidéos, un haut niveau d'engagement. Les enfants aussi semblent être émerveillés. Ça, j'ai oublié de vous en parler lors des vidéos, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont très... c'est ça, on voit dans l'expression de leur visage, la façon dont ils en parlent, que c'est vraiment ce qu'ils ont produit les émerveille. Donc, dans ces moments de créativité qui viennent d'eux, en fait. Et aussi, ils découvrent des nouveaux mondes de savoir et explorent une créativité, on dirait, émergente, qui est spontanée. N'oublions pas que cette activité-là, c'était une première pour eux de faire des sons. Donc, ils savaient utiliser Scratch, ils ont su l'adapter pour créer quelque chose de nouveau. Et on voit qu'il y a des savoirs qui sont installés. Il y en a même qui ont continué, semble-t-il, les enseignants ont dit, par la suite, à faire des sons chez eux ou en classe. C'était une activité qui les avait vraiment intéressés. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que les élèves se mobilisent pour créer quelque chose de spontané, de nouveau, selon leur état d'esprit, leur émotion et leur imagination. On peut poser la question, cette créativité qui sort d'un cadre très précis, mais serait-elle pas essentielle pour le plaisir d'apprendre, et osons le dire, pour apprendre, ou un certain bien-être dans l'apprentissage? Et l'élève pourrait être en fait transformé par ces moments créatifs où il est en interaction avec ses pairs, ses enseignants et le monde qui l'entoure. Donc, je vous remercie. J'ai laissé mon courriel au début aussi de la présentation, s'il y en a certains d'entre vous qui seraient intéressés à faire ces activités-là prochainement. Excellent. Merci beaucoup, Xavier. Super intéressant et pertinent. Est-ce que tu pourrais mettre ton courriel dans la boîte de dialogue? Merci. Oui. Alors, on aurait tout à la même place et je vous invite encore une fois à communiquer avec Xavier si vous avez des commentaires, des questions ou poursuivre la discussion avec lui. Mais on aurait un moment, si tu voudrais éteindre ton partage d'écran, Xavier, on aurait... Je suis en train de faire, attendez. Parfait. On aurait peut-être un... Pardon? Ah non, c'est ça, j'ai coupé mon vidéo puis pas le partage Oui. d'écran. Merci. Et ton micro, s'il vous plaît, pour l'instant. Peut-être que si quelqu'un veut intervenir et poser une question, nous aurions 2 minutes pour prendre une question en ce moment. Merci. Donc, si quelqu'un a une question, simplement se signaler en ouvrant sa caméra et en se manifestant. Juste Michel pour dire que les participants, il faut qu'ils mettent leurs questions dans le... Ils ne peuvent pas ouvrir leur caméra. Là. Ah, désolé, merci pour cette... À moins que ce soit nous autres qui veulent lui poser une question. Donc, OK, donc ça serait dans le fil de conversation, Jeanne? Jeanne? Ah, Oui, ou dans... je regarde le fil de discussion, il n'y a pas de questions pour l'instant. Non, je demande à Jeanne si ça serait bien à cet endroit-là, oui ou non. Okay. Ah, oui, ça serait là, oui. Parfait, ouais. Merci. Donc, moi aussi, je fais ce même constat, Xavier. Donc, ça veut dire que ça a été très clair comme message. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, si tu veux maintenant éteindre ton micro et ta caméra, on pourra déjà, en étant tout à fait dans le temps prévu, c'est merveilleux. Merci aux 2 premiers panélistes pour leur coopération à ce sujet, à cet égard. Donc, on va passer maintenant à 2 présentations d'étudiants et d'étudiantes au doctorat en éducation à l'Université de Moncton qui vont nous présenter une très courte synthèse. Donc, finalement, c'est une diapo en genre
pour un peu faire le tour rapidement de quelques concepts qui entourent leur recherche doctorale sur le sujet des technologies en éducation. On va commencer avec le doctorant Jacques Kamba. Alors, Jacques, je t'inviterai à ouvrir ta caméra et faire ton partage d'écran de ta diapo, et puis nous entretenir pour les prochaines 5 à 6 minutes. C'est à vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Jacques Kamba et je suis étudiant en deuxième année de doctorat. Et je vais vous présenter un DAPO sur une activité de mobilisation des connaissances qui était en relation avec les compétences du débogage. Alors, ma présentation s'intitule « Le codage avec Blockly et les robots Dash pour l'apprentissage du débogage dans l'école ». Alors, je suis parti, comme je viens de dire, sur une expérience de débogage lors d'un atelier que j'avais organisé pendant mon activité de mobilisation des connaissances. Alors, comme je viens de dire, le débogage, c'est une compétence ou c'est une activité qui tient place dans le codage. On ne peut pas parler de débogage sans le codage. C'est pour cela, donc, pour parler de débogage, j'avais utilisé l'outil de programmation visuelle qui est le Blockly et j'avais aussi utilisé les robots Dash. Donc, le Blockly, c'est un langage de programmation visuelle dans la classe comme le Scratch, comme le Alcide. Il est essentiel pour programmer, pour donner une instruction au robot Dash, il y a aussi le robot Dot, de faire un mouvement ou bien une action. Alors, à partir de mon expérience dans cet atelier, j'avais conçu un scénario pour permettre les enfants, pour permettre les élèves de s'engager vers une activité de débogage. Alors, notre approche, j'avais commencé d'abord par expliquer aux élèves qu'est-ce que les Blockly, quels sont les différents menus des Blockly. Il y a par exemple les menus comme les démarrer, les conduire, regarder les lumières, les sons, il y a l'animation et les contrôles, il y a différentes variables mathématiques. Alors, mon approche consistait à mettre les élèves dans une équipe de 4 ou 5 personnes et ils devaient travailler pendant 30 à 35 minutes. Ils devaient être libres de leurs mouvements, ils pouvaient travailler dans l'intérieur de la classe ou bien en dehors de la classe. Alors, ils devraient utiliser ces différents menus des blocs ici pour donner une institution au robot Dash ou bien créer quelque chose avec le robot Dash. Alors, cette instruction pouvait conduire soit à faire un trajet comme un carré, comme un rectangle, ou bien comme une action comme la musique ou quelque chose comme ça. Alors, en faisant cela, je me rendais compte que les élèves parfois trouvaient des trajets qui ne correspondaient pas au trajet qu'ils souhaitaient. Alors, ils avaient certaines expressions que les élèves commençaient à prononcer, par exemple comme « je vais faire quelque chose » ou « je n'ai pas réussi » ou bien « je cherche l'erreur » ou bien ils disent « recommençons » ou bien « il faut corriger ». Donc, quand j'écoutais ce genre d'expressions, cela veut dire que voilà, il y a un problème dans leur trajet, il y a un problème dans leur code et ces problèmes devraient être résolus. Alors, ils devaient passer à l'identification de ces problèmes, qui peut être comme tracer un carré, tracer un rectangle, tracer un trajet, faire une séquence. Alors, pour corriger ces trajets ou bien tracer quelque chose qui était souhaité, que ce qui était produit par le robot, cela nécessitait certaines compétences en débogage pour mettre les robots Dash dans les trajets qu'ils avaient souhaités. Alors, notre approche serait plus d'engager les élèves pour collaborer, pour communiquer ensemble, pour raisonner, afin de réussir à corriger l'erreur. Alors, on invitait plus d'élèves d'appliquer certaines approches de débogage qui consistaient parfois à collaborer pour trouver ensemble l'erreur et corriger, ou bien une approche de résolution des erreurs. Alors, il y a plusieurs stratégies de correction des erreurs ou bien des codes qui se trouvent dans les trajets, et ces stratégies font l'objet de mon étude doctorale. Je suis en train de chercher quelles sont les stratégies que les élèves utilisent pour mettre leurs robots sur les bons trajets, pour mettre les actions du départ, que ce soit l'action qu'elles-mêmes souhaitaient. Et il y a parfois que les robots
dérapent de son trajet. Il y a parfois les robots font une action contraire à ce que les élèves ont souhaité. Alors, ces multiples stratégies de correction des erreurs, de correction des problèmes font l'objet de mon étude doctorale. Donc, c'était en quelque sorte cette activité. Et c'était intéressant parce qu'on a vu les élèves travailler ensemble et c'était émerveillant. Et on les a vus collaborer, on les a vus coopérer ensemble pour trouver des stratégies. Mais il y avait certains aussi qui, en coopérant ou bien en travaillant ensemble, ils échouaient, ils n'arrivaient pas à mettre les robots toujours sur la bonne marche. C'est ça un peu donc ce qui était une stratégie pour engager les élèves dans cette activité de débogage avec un outil de la programmation visuelle avec un robot comme les robots Dash. Et je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation. Et j'inviterai encore une fois, si quelqu'un avait une question dans la boîte de dialogue, le chat, d'aller l'inscrire en ce moment. Et entre-temps, Jacques, comme avec les autres participants ou panélistes aujourd'hui, je vous invite à inscrire vos coordonnées courriels dans la boîte de dialogue, dans le chat, de sorte à ce que quelqu'un puisse te rejoindre s'il aurait une question plus spécifique et dirigée à toi personnellement pour ce qui est de ta recherche. Merci beaucoup. Parfait. Petite question rapide, Jacques, de ma part. Donc, tu as observé des étudiants en groupe comme ça en travail. Est-ce que tu as constaté qu'il y avait toujours du travail collaboratif dans la résolution des problèmes en termes de stratégie? Est-ce que c'était toujours des stratégies collectives ou collaboratives ou est-ce qu'il y en a qui préféraient travailler tout seul pour résoudre leurs problèmes? C'est une question personnelle que je te pose comme ça. Justement, les stratégies, tellement qu'ils travaillent en équipe, il y avait des stratégies collaboratives, mais parfois, il y avait certains qui avaient des stratégies qui semblaient être primées sur les autres. Lui pense que ça, c'est la meilleure façon, d'autres pensent que ce n'est pas la bonne façon. Alors, ça crée un débat en équipe, et celui qui pense que la stratégie est la meilleure, c'est celui qui remporte. Parfois, ils essayent stratégie 1, stratégie 2, il trouve laquelle est meilleure. Et quand c'est sa stratégie, il est content. Je vous ai dit, c'est ça la meilleure stratégie. Et oui, il trouve la fierté pour avoir sorti le groupe dans le gouffre. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je t'inviterai à éteindre ta caméra et ton micro et je te remercie encore une fois pour cette présentation pertinente et dans le temps. La prochaine panéliste, c'est une autre étudiante, bien sûr, du doctorat à l'Université de Moncton, la doctorante Caitlin Furlong, et elle va, comme l'a fait son collègue Jacques, nous présenter des éléments de sa recherche dans un très bref survol. Alors, Caitlin, c'est à vous. Donc, bonjour, Caitlin Furlong, doctorante en éducation et chargée de cours à la Faculté des sciences de l'éducation. Donc, je vous présente un court aperçu de ma thèse doctorale qui s'intitule « Bricoler pour bien penser, étude de la résolution de problèmes dans les laboratoires de fabrication numérique ». Donc, je m'intéresse surtout au contexte du Nouveau-Brunswick, donc je cherche les labos créatifs. Donc, dans le cas de ma thèse doctorale, je fais 3 articles. Donc, c'est une thèse par article. Donc, la première chose que je voulais faire, c'est vraiment explorer les compétences numériques de façon large. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé en travaillant pour Competica. Donc, les compétences numériques, c'est quoi? C'est les compétences qu'on a besoin pour être capable d'utiliser les technologies de façon efficace. Donc, en tant que doctorant en éducation, je m'intéressais à l'aspect éducatif. Donc, si on regarde le marché du travail, les employeurs nous disent que les jeunes sortent du secondaire et n'ont pas les compétences nécessaires pour bien réussir dans le monde du 21e siècle, donc le monde technologique dans lequel on vit. On a surtout la remarque qu'il y a des lacunes au niveau des compétences numériques dites non techniques, soft skills, compétences du 21e siècle, donc telles que la résolution de problèmes, la créativité, la collaboration et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas ces compétences-là pour être capables de bien fonctionner dans un monde qui est technologique. Donc, moi, je me suis intéressée avec l'arrivée des labos créatifs dans les écoles, voir, mais est-ce que ces endroits, ces environnements-là riches en technologie peuvent permettre le développement de ces compétences numériques? Donc, après avoir été vérifié ça, donc je voulais pas seulement observer si les compétences étaient présentes, mais aussi de quelle façon. C'est quoi les indicateurs qui montrent qu'un élève résout des problèmes, qu'il est créatif? C'est quoi les différentes activités qu'ils sont en train de faire pour voir, y a tel projet où qu'un élève est plus créatif qu'un autre, ainsi de suite. Et ça qu'on a pu remarquer, c'était les 2 compétences qui ont plus ressorti, c'était la résolution de problèmes et la créativité. Donc, ce qui était très important avec la résolution de problèmes, on s'est aperçu que ça sortait
surtout dans des projets qui étaient novateurs, donc où ce que les élèves ne suivaient pas des étapes prédéterminées. Donc, la programmation d'un robot, ils pouvaient suivre les étapes, c'était plutôt quelque chose d'innovant, où ce que les élèves faisaient ce qu'on appelle du tinkering. Donc, c'est quoi le tinkering? Si je fais un petit peu un parallèle avec la fabrication, donc la fabrication, tu as une idée de qu'est-ce que tu vas faire. OK, mais je vais coller ceci sur un carton. Le tinkering, c'est, je vais essayer ça, peut-être qu'on essaie ça, peut-être ceci marchera mieux. Donc, c'est vraiment cette expérimentation-là avec la manipulation de l'essai-erreur. Donc, ça, c'est le tinkering. Puis, les projets qui sont plus innovants, mais les élèves vont faire ça tout au long de leur projet. Ça va amener des problèmes qu'ils vont devoir résoudre. Donc, moi, je me demandais, cette approche-là de tinkering, est-ce que c'est ça que les élèves utilisent pour résoudre des problèmes dans les labos créatifs? Donc, j'ai décidé d'aller vérifier ça. Donc, dans mon deuxième article, c'est là que j'ai été vérifié, d'essayer de voir c'est quoi la place du tinkering dans le processus de résolution de problèmes. Donc, je montre un petit peu une grille de les observations que j'ai eues. Donc, j'observais les projets, je questionnais les élèves et j'essayais de voir quels éléments de la résolution de problèmes ressortaient. Donc, ce que j'ai remarqué, c'était que le tinkering était présent dans tous les projets, mais ce n'était pas la seule chose qui était présente dans le processus de résolution de problèmes. Donc, souvent, les élèves avaient tendance à aller demander à l'enseignante pour de l'aide au lieu d'essayer de faire de l'essai-erreur eux-mêmes pour trouver la solution au problème. Des fois, ils faisaient des recherches sur Internet, consultaient des experts, faisaient de l'analyse du problème. Donc, on s'est aussi aperçu que le processus n'était pas linéaire. Donc, dépendant des élèves, dépendant du type de projet, il y en a qui faisaient juste du tinkering. Il y en a qui tinkeraient, allaient demander à l'enseignante, ensuite faisaient de la recherche. Donc, j'ai commencé à décortiquer, mais c'est quoi les différents facteurs qui vont influencer la façon que ce processus-là va se dérouler. Donc, au niveau des élèves, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs différences au niveau du type d'élève. Donc, les deux écoles que j'ai utilisé une école secondaire anglophone et une école primaire francophone pour vraiment avoir un portrait du Nouveau-Brunswick. Mais ce qu'on s'est aperçu, l'école secondaire anglophone, il y avait un cours de labo créatif comme tel. Donc, c'était un cours optionnel que les élèves pouvaient prendre, tandis que dans l'école primaire francophone, les élèves utilisaient le labo créatif dans leur cours ordinaire. Donc, au primaire, ce n'est pas tous les élèves qui étaient intéressés par les technologies. Donc, on avait certains élèves que ça leur intéressait moins. Donc, quand les autres avaient un problème, ils n'étaient pas motivés à le résoudre. Donc, c'était tout de suite, je vais demander à l'enseignante. Et si l'enseignante disait, OK, mais il faut que tu fasses de l'essai-erreur, les élèves abandonnaient rapidement assez et faisaient un autre projet qui était plus facile. Donc, tandis qu'à l'école secondaire, si c'était les élèves qui ont pris ça comme cours option, c'était les élèves qui étaient plus motivés. Donc, des fois, on voyait des projets un petit peu plus complexes. On s'est aussi aperçu que les projets qui étaient plus complexes, oui, encore une fois, si c'est plus complexe, il va y avoir plus de problèmes à résoudre. Mais les enseignants nous disent, mais les élèves qui choisissent ces projets plus complexes, c'est les élèves qui ont habituellement les habiletés à résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est les élèves qui pensent déjà qu'ils sont des experts. La chose principale qu'ils vont faire, c'est tinkerer jusqu'à temps qu'ils voient OK, on n'est pas capable de le résoudre. Là, ils font leur recherche sur Internet. On a aussi vu d'autres éléments au niveau des compétences des enseignants. Dans une des écoles, l'enseignant était un expert avec les technologies, les élèves le savaient. Donc, aussitôt qu'il y avait un problème, leur premier instinct, c'était je vais demander à l'enseignant, il sait tout. Tandis qu'à l'école primaire, l'enseignante, elle ne sait pas comment l'imprimante 3D fonctionne, elle ne sait pas comment cet ordinateur fonctionne, puis les élèves le savent. Donc, ils savent que si ils vont demander, ils disaient, mais la madame, elle ne sait pas. Donc, on va l'essayer nous autres-mêmes. Si on ne le trouve pas, on va aller faire de la recherche sur Internet. Donc, on a tous ces différents éléments-là qui vont influencer leur processus de résolution de problèmes. Donc, moi, je m'intéresse maintenant à essayer de créer un modèle de résolution de problèmes dans les labos créatifs. Donc, aller voir plusieurs autres écoles, voir c'est quels autres éléments qui ressortent pour être capable de faire un modèle complet qui va être capable d'expliquer comment un élève résout des problèmes dans les environnements de laboratoire de fabrication numérique. Donc, je pense que c'est tout mon temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caitlin. Très, très bonne synthèse. Tout comme Jacques, vous avez réussi à répondre à la commande qui n'était pas une commande facile. 5 minutes, un poster, représenter les éléments principaux de votre recherche, ce n'est pas évident. J'aurais une question, à moins que quelqu'un d'autre y en a. Dans la boîte de dialogue, je regarde rapidement s'il y a effectivement des questions. Alors, si oui, allez-y, posez-la. Entre-temps, moi, je t'en poserai peut-être une très rapide, dans comme 15 secondes, là, ou si tu peux. Là. Mais c'est quoi? J'ai vu dans ta diapo que tu as mis tinkering, puis en dessous, 4 caractéristiques, dont essai-erreur. Plusieurs personnes que je rencontre vont confondre les deux. Ils vont dire, ben, c'est quoi la différence entre tinkering
essai-erreur. Essai-erreur, est-ce que c'est le mot anglais pour essai-erreur? Mais là, on a trial and error. Alors, c'est quoi les différences rapidement d'après toi? OK. Mais le tinkering, ben, si tu penses à essai-erreur, tu peux avoir un problème de mathématiques sur une feuille, puis tu vas juste essayer des numéros, c'est-tu 2? Oh non, 2 ne fonctionne pas, c'est-tu 3? Ça, c'est pas vraiment le tinkering. Tinkering, on pense vraiment à cette espèce de manipulation-là. Mais je vais essayer ça pour voir si ça fonctionne. OK, mais c'est un petit peu une sorte d'essai-erreur avec du bricolage, disons. Si on regarde la traduction de tinkering en français, ça dit bricolage, mais c'est pas juste du bricolage. Ils sont pas juste en train de bricoler. C'est vraiment ce processus-là, par la manipulation, par l'expérimentation. Excellent. Merci beaucoup pour cette clarification-là. J'inviterai à toi aussi d'inscrire ton courriel dans le chat. Il y a eu une question dans le chat. Est-ce que Jacques et j'imagine toi, vous seriez prêts à partager votre poster de sorte à ce que tout le monde puisse avoir accès au sommaire? Si oui, en tout cas, on essaie de trouver une façon de le faire. Sinon, on peut toujours communiquer avec vous via le courriel pour essayer d'avoir des précisions ou des partages peut-être un à un. D'accord. Donc, la prochaine partie est la dernière partie de notre heure prévue. On est tout à fait à l'heure, donc c'est merveilleux. Donc, on inviterait Jeanne et Manon, Jeanne Godin et Manon Leblanc, professeurs toutes les deux en éducation. Excuse, Jeanne, c'est pas en éducation spécifiquement. Hein, elle va dire c'est quoi sa faculté, son lien. Désolé, Jeanne. Mais je vous inviterai à prendre la parole pour faire la synthèse des grands constats de Compética. Désolé. C'est Manon qui va commencer. Merci, Michel. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un peu qu'est-ce qui s'en vient, là. Donc, ce que vous voyez tout de suite à l'écran, c'est qu'au cours des dernières années, Compética s'est tourné vers le modèle de littératie numérique d'Abilio-Média pour guider un peu ses réflexions. Aujourd'hui, on ne vous présente pas le modèle. En 5 minutes, ce serait difficile de le faire. Donc, on attire plutôt votre attention vers la zone droite du modèle pour parler justement des éléments clés qui sont ressortis au cours des dernières années, puis des éléments qui vont guider les travaux qui s'en viennent avec Compética. Donc, on va commencer par la fin. Moi, je vais vous parler de E-inclusion, puis ensuite de ça, Jeanne va s'occuper des 2 autres éléments clés. Donc, c'est ça, l'E-inclusion, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? En fait, E-inclusion, ça englobe la recherche de réponses efficaces aux nouvelles formes de fractures numériques, puis le développement de compétences de base. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de fracture numérique? En fait, une fracture, ça va être un écart qu'on va observer entre 2 populations ou plus. Donc, quand on parle de fracture numérique, on peut penser aux écarts qui existent en ce qui a trait à l'accès aux technologies, aux écarts qui existent en ce qui a trait aux compétences, aux habiletés que les gens possèdent pour utiliser de façon efficace les technologies. Par exemple, tout à l'heure, Caitlin parlait du niveau d'habileté avec les technologies des élèves et des enseignants. Bon, on peut observer des fractures numériques à ce niveau-là. De façon plus concrète, si vous pensez à ce qu'on a vécu au cours des derniers mois avec l'école à la maison, si on pense aux élèves qui avaient accès à différents outils technologiques à l'école, tout à coup, ils se sont retrouvés à la maison et les outils n'étaient pas nécessairement accessibles. La connexion stable n'était peut-être pas accessible non plus de la maison. On peut penser aussi aux élèves qui, à l'école, avaient un support technopédagogique et tout d'un coup se retrouvaient à la maison. Puis là, dans certains cas, le support était là et dans d'autres cas, c'était peut-être un peu plus compliqué. Donc, c'est ça, l'inclusion était importante avant le mois de mars, mais on dirait qu'avec le contexte de la pandémie, il y a certaines fractures numériques qui se sont comme creusées davantage. Donc, la pandémie est venue mettre de l'avant certains éléments problématiques ou est venue creuser encore plus l'écart ou les différences entre les utilisateurs de technologies. Donc, cet élément-là de inclusion est crucial, puis on doit le garder en tête. Jeanne, je te laisse présenter les 2 autres éléments. Donc, je vais aller, si elle a commencé vers le bas, moi, je vais aller vers le haut. Quand on parle de enrichissement, donc pour longtemps, en tout cas, parce que j'étais dans le système scolaire aussi avant de sauter au niveau universitaire,
Mais on dirait qu'avant, enrichissement, c'était toujours pour ceux qui avaient le plus d'habileté. Mais ici, le sens d'enrichissement, c'est surtout d'adapter des nouvelles approches pédagogiques qui vont aider tous les élèves ou tous les apprenants. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'enrichissement parce que toutes les présentations qu'on a eues avant celle-ci vous ont démontré des pratiques qui peuvent amener les élèves à être plus motivés ou plus engagés dans la salle de classe, que ce soit avec ce que Patrick a présenté, Xavier, ou que ce soit Jacques, ou du tinkering ou Blocky. Mais l'important, il faut que cet enrichissement-là ou ces approches pédagogiques-là qui soient signifiantes pour les apprenants. Quand on parle de engagement, l'engagement vient d'être motivé. Donc, c'est certain qu'avec ce qui arrive avec la pandémie, l'engagement a été pratiquement forcé. C'est que tout d'un coup est motivé à apprendre parce qu'il faut qu'on se démêle avec ça. Mais aussi, Compética, ça fait plus de 15 ans avec Aptica et Compética, ça fait plus de 15 ans qu'on fait de la recherche puis qu'on donne aussi de la formation. Mais avec notre projet Compética, une des choses qu'on a vu beaucoup, que ce soit à travers les experts ou à travers les études de cas qu'on a fait, que la motivation est importante, mais aussi certaines attitudes spécifiques comme la patience, la curiosité, la volonté de résoudre des problèmes. Donc ça aussi, il ne faut pas juste penser que ces soft skills-là ou ces habiletés non techniques-là, ils sont aussi très importantes à développer pour l'élève. Ça fait quelqu'un qui n'est pas curieux, bien, comment on peut faire des activités en salle de classe pour les amener à être plus curieux? Ça fait que si vous voulez avoir plus de détails, maintenant, si tu veux mettre la prochaine diapo, c'est qu'il y a 2 articles qui vont, il y en a une qui est déjà sortie, puis un autre qui va sortir sous peu. Donc, dans le premier, vous allez voir comment on est arrivé dans les derniers 5 ans à modifier le modèle de Abilio-Média. Et puis, dans le deuxième article qui est déjà apparu, bien là, on parle beaucoup plus spécifiquement. C'est comment les experts, eux, ils ont appris, c'est des experts du Nouveau-Brunswick et des provinces atlantiques, comment ils ont appris, puis comment on peut appliquer leur façon d'apprendre à notre salle de classe. Sur ce, j'arrête parce qu'il est 1h58. Excellent. Merci beaucoup, Manon et Jeanne, pour cette synthèse vraiment claire et rapide des progrès, finalement, en recherche au groupe Compética avec ses partenaires, de nombreux partenaires. Donc, je vous invite tous et toutes, comme l'a ouvert la porte Jeanne par rapport aux articles de recherche. On parle dès le départ de ce colloque, de cette heure qu'on nous a consacrée, de la recherche et l'école, c'est-à-dire de partenariat, oui, qui s'étend au-delà des murs des universités, où on peut faire davantage peut-être de recherche-action avec les praticiens et praticiennes, ou ensemble, comme communauté qui s'intéresse à l'éducation, on peut faire avancer les connaissances, notamment sur la place des technologies en éducation. Le site web de Compética, que je placerai dans la boîte de dialogue aussi à mon tour, comporte aussi une liste plus complète des publications qui ont sorti de nos dernières années en recherche sur le sujet. Et je vous invite donc à explorer, si ça vous intéresse, l'ensemble des publications qui ont ressorti de notre groupe de recherche. Et aussi, au site Compética, vous allez voir la liste des partenaires avec qui nous travaillons depuis 7 ans. Et je vous invite aussi à explorer leur site web et communiquer avec eux et dialoguer avec eux. Sur ce, moi, je vous remercie l'ensemble des participants, les panélistes et tout le monde qui a participé en fait à cette très courte heure où on a partagé vraiment des choses, à mon avis, très, très pertinentes et intéressantes. Donc, je cède la parole à Jeanne pour clore notre heure ensemble. Merci.
Donc, comme vous voyez, j'ai mis mon chapeau d'animatrice du sommet. Et puis, je voudrais remercier tout particulièrement l'équipe de Competica. Puis pour vous remercier, comme j'ai fait ce matin avec un autre groupe, je vous ai fait un petit poème avec chaque lettre de Competica. Donc, j'ai mis mon chapeau de cowboy parce que Competica, ce n'est pas leur premier rodéo au niveau des compétences numériques. Ça fait longtemps qu'on y travaille. Ça fait Competica, c'est sûr que ça veut dire compétences optiques en Atlantique. Mais là, j'ai spécifiquement trouvé des qualités pour Competica. Donc, Competica, c'est une collaboration organisée pour la maîtrise ou la mobilisation pédagogique, hein, on est rendu au P de Competica, pédagogique des enseignantes et des enseignants, toujours intéressés, hein, parce qu'on sait que les enseignantes et les enseignants, ils sont toujours intéressés par du concret, que ce soit avec des poissons ou des pas de loup, pour apprendre. Donc, merci beaucoup, Competica. Je vous invite à joindre les autres formations qui vont avoir lieu à partir de 2h30. Et aussi, n'oubliez pas, si vous n'avez pas été vous inscrire à Engage, c'est vraiment intéressant, le virtuel qu'on pourra prendre part demain. Donc, n'hésitez pas, allez vous inscrire à Engage pour participer demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À demain, à cet après-midi.